quelques questions pour cette dernière table ronde. Je vois une main qui se lève dans le fond. Donc, vous avez un micro qui est juste derrière vous. Bonjour, Laurent Chevalier, doctorant au CEREJ. Je voudrais faire un lien par rapport à ce que je vois ici au niveau du leadership et du partage du leadership et ce qui a été fait avec les étudiants, entre autres les mettre en groupe pour qu'ils échangent entre eux, si j'ai bien compris, uniquement à travers un média numérique. Ça, vous pouvez peut-être me reprendre. Et donc, moi, j'ai l'impression que vous avez quelque part recréé un environnement collectif, c'est-à-dire que vous avez permis de mettre des gens pour discuter entre eux de manière totalement égale. Vous avez quelque part effacé le leadership, vous avez fait en sorte qu'il tourne entre les étudiants, et vous avez fait de manière micro, en fait, un environnement qui ressemble beaucoup à ce qui est décrit à un niveau macro, c'est-à-dire est-ce qu'on peut pas faire au niveau du territoire quelque chose qui tourne exactement de la même manière que ce que l'on peut produire dans des petits groupes restreints, c'est-à-dire faire tourner le leadership et faire naître de l'intelligence collective pour essayer d'avoir de la création. Mais pourquoi pas le faire à l'échelle territoriale avec des entités qui, quelque part, sont un petit peu plus grosses? Et est-ce que les mécanismes ne sont pas finalement très proches? Voilà, donc ça c'est une question générale et qui peut peut-être faire répondre plusieurs personnes que j'ai entendues là et qui ont l'air d'être dans cet axe-là. Je peux peut-être démarrer mais je pense qu'il y aura des exemples complémentaires. Oui, tout à fait. En fait, on s'est même au-delà on s'est même pas posé la question du leadership puisque là, en fait, on a même laissé les étudiants. On aurait pu les guider en leur disant, nous, on aimerait que vous travailliez sur l'alimentation. Il y avait une chercheuse ce matin qui parlait des systèmes alternatifs d'alimentation et agriculture. Il y a un groupe qui était là-dessus, mais ils y sont allés tout seuls. On aurait pu les guider sur des thématiques, logement, éducation. On n'a pas fait ça, c'était volontaire en fait. On leur a dit, voilà, vous êtes un groupe, ils se connaissaient pas, hein, les 4-5 étudiants qui étaient ensemble. Et on leur a dit, essayez de voir par rapport à vos aspirations personnelles, à vos aspirations de jeunes qui ont envie justement de réinvestir les territoires. Donc pour leurs études, enfin tu parlais des territoires qui se laissent un petit, enfin en tout cas qui ont été un peu laissés à l'abandon. Moi j'ai rencontré des étudiants qui ont quitté leur territoire pour faire leurs études, mais qui ont grandement envie d'y retourner. Ou leur territoire natal ou leur territoire de cœur pour faire des projets. Et ces étudiants, du coup, ils étaient complètement laissés autonomes dans la thématique, dans ce qu'ils allaient proposer, et c'est ce qui leur a plu. Et d'ailleurs, ils nous ont tous dit, en retour d'évaluation, on n'a jamais eu des projets comme ça qui nous ont été proposés. Et d'ailleurs, je remercie grandement les universités, les écoles, parce qu'en 3 semaines, on a réussi tous ensemble à agglomérer plus d'une 40aine d'étudiants, et c'est pas évident. On démarrait le confinement, etc. Enfin, c'était un sketch. Hein. Donc, on a vraiment eu beaucoup de chance aussi par rapport aux partenaires qui nous ont accompagnés. Et en fait, ces étudiants nous ont remerciés parce qu'ils nous ont dit, voilà, on a pu un peu dire ce qu'on avait envie de dire. Il n'y avait pas de contraintes. Et nous, tous les projets, on les a portés et on continue de les porter parce que je pense qu'il y a vraiment des pépites dans les choses qui ont été proposées et qui peuvent être justement matchées avec des initiatives que certains ont pu porter, vous, dans leur territoire de manière très concrète, impactante, mais qui pourraient être repensées avec les idées des étudiants. Et ce que vous dites tout à fait, c'est qu'on a voulu commencer comme ça, une espèce d'espace d'expression un peu libre, qu'on peut tout à fait reprendre, et nous avec Indara c'est ce qu'on ambitionne de faire à une échelle où soit les 3 départements originels de l'opération ou même avec d'autres territoires. Là moi aujourd'hui on discute avec des maires de communes qui sont bien loin, dans le nord, dans l'est, etc. Enfin on se dit il y a des moyens comme ça assez faciles de recréer des espaces de proposition où justement là finalement vous êtes ce que je disais c'est contributeur bénéficiaire en fait. Oui vous êtes un patron d'entreprise mais au final vous êtes quand même un citoyen. Vos enfants ils sont étudiants, vous êtes mère mais vous avez été ceci, etc. Donc les gens perdent un peu leur rôle dans ces instances-là. Donc c'est vrai que ça a été, moi j'ai été épatée, même si voilà j'avais une conviction de départ, mais j'ai été épatée par la richesse de ce que ça a pu générer. Et donc voilà, j'espère que certains des projets vont naître, et il y a beaucoup d'acteurs qui ont été passionnés par ça, et je pense que oui, ça peut être une idée à refaire, surtout qu'en plus franchement on parle des modèles économiques, c'est quelque chose qui finalement ne coûte pas grand chose, hein. Donc c'est en fait ça nous a coûté de l'investissement de temps, voilà, de chacun. Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur
tous acteurs du changement chez Sweat, mais il faut de l'envie, il faut de la bonne volonté. Voilà. En plus là, il n'y avait pas de parti pris, etc. Donc c'est pas toujours facile et il faut le faire, je pense. Bon, ça c'est mon retour plutôt d'expérience personnelle dans cette aventure. Il faut le faire sur des pas de temps relativement courts. C'est-à-dire que quand vous avez un collectif comme ça que vous montez, ils ont besoin d'avoir des résultats, même si c'est que de l'inspiration, hein, assez vite en fait, à court terme. Et c'est pour ça que qu'on le fasse à une échelle de territoire ou à une échelle plus globale, la nationale, comme on l'a fait, mais avec des gens très différents, d'horizons divers. Il faut se donner un timing, des limites, etc., pour que ça fonctionne bien. Oui, si je peux compléter là-dessus, quand on entend que l'État se positionne en facilitateur aujourd'hui vis-à-vis des acteurs privés et des acteurs publics qui les accompagnent, c'est effectivement aussi l'évolution qu'on voit quand on parle de coordination et de coopération entre acteurs privés et publics à l'échelle des collectivités, en tout cas à l'échelle de la métropole de Grenoble. C'est bien une des postures qu'on essaye de prendre aujourd'hui. Je reprends l'exemple du pacte économique local que j'évoquais tout à l'heure. Quand on réunit ces acteurs, on réunit des dirigeants d'entreprises, c'est des gens qui ont un agenda qui est assez chargé, donc il faut aussi qu'effectivement soit bien cadré et qu'on leur prenne pas du temps pour rien. Et puis on les met, alors pas dans une salle parce que c'était en plein confinement, mais dans une salle virtuelle pour qu'ils travaillent en intelligence collective pour définir ce qu'ils veulent faire. Et effectivement, on se met nous en facilitateur, on paye l'animateur, on paye voilà toute la logistique que l'on met autour, mais le contenu, c'est d'eux que ça doit venir. Les 8 ambitions qu'ils ont définies, ce sont eux qui les ont définies, et elles sont beaucoup plus riches que ce qu'on aurait pu faire nous-mêmes, et derrière, ça donne lieu à une vingtaine d'actions collectives, où de la même manière, nous ne sommes qu'animateurs, et un certain nombre de ces actions sont pilotées par ces grandes entreprises ou ces institutions, et plus de 150 actions individuelles qui leur sont propres et qui viennent répondre aux ambitions qui ont été posées. Donc on est bien effectivement dans ce type de logique, et c'est ce qui nous est demandé par les acteurs, notamment privés aujourd'hui sur le territoire. Ne soyez pas nécessairement celui qui impose ou celui qui donne la voix d'en haut, soyez celui qui facilite, donnez-nous des moyens de nous rencontrer, donnez-nous des moyens de produire en intelligence collective, et nous avons, beaucoup de choses à proposer dans ce cadre-là. D'accord. Donc le numérique est un environnement dans lequel on débat librement et on fait les choix librement, si je résume. On est un peu là-dessus. Pas sûr. On peut le faire sur d'autres supports que le numérique. Non, mais je veux dire, ils sont aussi très contents de le faire. On les a tous réunis là, le 30 août pour un temps fort de rentrée. Ils étaient tous présents. Ils étaient très contents de se voir et de pouvoir se parler en direct. Donc le numérique est un outil parmi d'autres dans ce cadre-là. L'idée n'était pas de les opposer. Hein. C'était vraiment juste de dire que ces deux exemples qui ont été donnés ont été faits à travers le numérique comme média, et il n'y avait rien d'autre, si j'ai bien compris les deux expériences. C'était juste cette mais question. c'était plus en lien avec, là on aura remarqué, avec le timing et les contraintes du moment, plus que la volonté de le faire par le numérique. Cela étant dit, et je pense que tout le monde s'accorde à le dire, c'est que peut-être qu'hier le moyen numérique n'était pas envisagé en premier pour lancer ce type de travaux, et qu'aujourd'hui, sans être une évidence, on sait qu'on peut le faire, on sait que ça fonctionne. Mais ce qui est vrai pour ce travail collaboratif est aussi vrai dans d'autres cadres. On le voit pour le travail de tous les jours, hein, dans les entreprises, dans les collectivités où le télétravail devient une réalité. On verra si dans le temps long c'est toujours vrai, mais ça j'ai pas pris ma boule de cristal. On peut prendre une toute dernière question. Oui, devant. Merci. Oui, pour être un peu provocateur, est-ce que c'est pas quand même un débat de riches? On se pose la question de répartir du leadership, etc. Et pour connaître soit des territoires entiers, soit des infraterritoires, y compris dans le sud-ouest, pour les connaître assez bien, on se retrouve aussi avec des territoires sans acteurs, ou avec un malheureux acteur qui a strictement aucune ressource, même en termes de compétences, et donc on se retrouve dans ces difficultés-là. Donc moi j'ai un peu envie de vous renvoyer cette question, pas de silo, laissez-nous libres, on va s'organiser entre nous, on est intelligent, compétent et on a des ressources. Oui, pas de problème. Sauf que quand on regarde les économistes des districts, par exemple, ils montrent très bien des effets très positifs avec une démarche des cercles vertueux sur les territoires qui ont de la ressource, ou pas, hein, il n'y a pas forcément de cercle vertueux, mais en tout cas, il y a de la discussion, et puis rien du tout, ou un effondrement progressif dans les territoires qui ont très très peu de ressources.
Alors, Didier, peut-être, je crois que tu as raison. Enfin, de mon point de vue, j'y vois plus des facteurs de risque qu'autre chose. C'est-à-dire que quand je disais il y a un certain nombre de territoires en déprise, les territoires en déprise, les gens s'en emparent. Alors peut-être juste 2 exemples. Un premier exemple qui me frappait, vous connaissez peut-être Michel Godet. Michel Godet, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les dynamiques de territoire, etc. Il avait tendance à opposer la Vendée avec Vendôme. Et il disait Vendôme, pas très loin de Paris, c'est idéalement situé, mais en fait, ça s'est vendômisé, c'est-à-dire qu'il s'est jamais rien fait. Et il n'arrive pas à créer de dynamique. Et il disait, regardez la Vendée, loin des infrastructures, ils sont arrivés à créer un contexte favorable et avoir une dynamique. Les herbiers, toujours l'un des territoires de France où il y a le moins de chômage. Ceci étant, vous regardez, quand vous allez voir Vendôme, l'arrivée du TGV, les évolutions font qu'ils sont en train de recréer, semble-t-il, une vraie dynamique. Et donc, ils avaient a priori des facteurs, ils savaient pas les utiliser ou ils les utilisaient mal, et maintenant ils se sont réemparés des choses, ils ont reconstruit. Donc là on pourrait dire c'était peut-être un riche qui travaillait mal, qui s'ignorait et qui maintenant fonctionnerait bien. Mais quand on va vers les territoires en déprise, je vois je sais pas si vous connaissez les dynamiques start-up de territoire qui sont issues typiquement du groupe Archer, du Coras, du cluster Jura, donc issus de l'ESS, des gens qui se sont dit, quand je les avais rencontrés il y a 3-4 ans, ce qui m'avait frappé, c'est qu'ils me disaient, voilà, on avait des tissus d'entreprises qui travaillaient essentiellement dans des logiques d'insertion par l'activité économique. Et ils disaient, gros problème, on se rend compte que quand on est dépendant des subventions de logique d'insertion par l'activité économique, on a tendance à buter sur le fait qu'on a des personnes qui, lorsqu'elles sont réinsérées par l'emploi, ont de réelles capacités, mais lorsque les contrats se terminent, elles se retrouvent de nouveau au chômage. Et donc la question qu'ils ont attaquée depuis déjà 3-4 ans, c'est de dire, en fait, il faut qu'on arrive à trouver la capacité de créer de nouvelles activités au service du territoire à partir des ressources du territoire. Et donc il y a cette dynamique start-up de territoire qui s'est montée autour de logiques d'idéation, faire émerger des projets, etc. Et plus largement, on voit le groupe Archer ou la fédération Coras, les anciens pôles territoriaux de coopération économique, qui essayent de développer de vraies logiques pour dire, même si on est dans des endroits où on n'a pas de gros moyens, on peut travailler pour recréer de l'activité. Et j'aime bien finir là. Ce soir, je suis positif finalement. Donc, mais je trouve que c'est intéressant parce que vous prenez le groupe Archer, 87. Donc le groupe Archer, Roman Valence, Roman, capitale européenne voire mondiale de la chaussure de luxe. Complètement sinistré, 40% de taux de chômage il y a 30 ans. Une ville qui s'appauvrit, qui disparaît, c'est une catastrophe absolue. Et vous voyez des personnes qui vont effectivement sur 30 ans arriver à recréer de l'activité économique, plusieurs types d'activités économiques, 1000 emplois équivalents temps plein créés, 2000 personnes employées au total, à partir effectivement de cette logique de dire mais comment on peut s'emparer, faire feu de tout bois, par exemple ne pas laisser partir les machines de l'usine de Charles Jourdan qui allait être vendue en Italie, et donc on se mobilise, on discute avec Kélian qui lui-même dont l'entreprise allait mal, pour voir comment sauver les machines, et on se dit comment on recrée des choses. Et avec un aspect intéressant, on mobilise les acteurs, on recrée quelque chose, et je trouve aussi on réfléchit à la portée. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit, tiens, finalement, on peut dire c'est marginal. Made in Roman, je crois, il doit y avoir 12 salariés ou quelque chose comme ça. Donc on peut dire par rapport à Charles Jourdan, on en est très loin. Sauf que quand on fait passer le message, on est encore capable de produire de la chaussure en France, made in France, de qualité. Ça permet de faire bouger les choses et de dire ensuite, de fil en aiguille, regardez, on crée ça, on crée un musée de la chaussure, on va travailler d'autres activités et on va essayer de bricoler. Alors bricoler au sens où les académiques l'emploient, c'est je me débrouille même si j'ai des ressources super contraintes pour essayer de mobiliser les gens. Et au final, quand on dit 1000 équivalents temps plein, c'est plutôt intéressant. Bon, après, il faut aller plus loin et passer à l'échelle. Caroline, peut-être. Je rajouterais juste la boutade, c'est qu'aujourd'hui, je suis chaussée made in Roman. Bravo. Alors écoutez, je vous propose qu'on s'en tienne là, puisqu'on a un petit peu dépassé le timing. Je vous remercie beaucoup. On vous applaudit pour vos interventions éclairantes, éclairées.